Donc, il y a un petit problème de son, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui. Donc, nous assistons aujourd'hui aux présentations du prix Jeunes chercheurs et on commence avec Monsieur Simon Guilleneuf avec une présentation sur la formulation et renfort de blocs en matériaux terre pour une utilisation structurelle. Donc, Monsieur Guilleneuf, vous savez que vous avez un temps pour présenter et après, on aura un petit temps pour les questions aussi. Je vous en prie. Okay. So, hello everybody. Today I will talk about my PhD work in LGCGM at INSAREN. The subject of this PhD research was mixed design and reinforcement of earthen blocks for structural application. Today, the building industry is responsible for a consequent amount of CO2 emission. Thus, earthen building materials that present a low environmental impact can be reconsidered. My PhD work aims to develop solutions to use raw earth as a structural material that achieve compliance with modern standards without any hydraulic binder and that are made with local resources. Then when we want to build with raw earth, we must consider its strong variability. So in Brittany, raw earth is an heterogeneous resource that need to be described. There is two main criteria that need to be identified for a given earth. First, its particle size distribution, and then the mineralogical nature of its clay particles. These two criteria will help to obtain clues about the clay content of this given earth, its potential density, its potential strength, and its water sensitivity. Then for a given earth, there is a wide range of mechanical strength. In the first graph, you can notice that for a given earth, its compressive strength vary with its dry density. And on the second graph, we can notice that its compressive strength varies with its water content. In my PhD work, there were two aims. The first aim was to find a solution to aim systematically for the highest density of a material in order to reach systematically the highest dry strength. And then the second aim was to find solutions to prevent the strength decrease of a given material with its water content. Afin de mettre en valeur la variabilité et la richesse des terres qu'on avait en Bretagne, on a décidé de travailler avec plusieurs terres prélevées localement selon leur potentiel très variable, que j'ai rangé ici selon leur activité. Et on a quelques caractéristiques qu'on a pu obtenir en laboratoire sur ces terres. Très rapidement, la terre K est la terre au potentiel de résistance la plus faible, est une terre kaolinitique, à la granulométrie plutôt uniforme, qui permet d'atteindre des masses volumiques sèches plutôt élevées. Et qui est peu sensible à l'eau. La terre S, au contraire, c'est la terre au potentiel de résistance optimale, qui est une terre classiquement utilisée dans la construction en Bauge en Bretagne. C'est une terre très fine, mais qui est très sensible aussi à l'eau, de par la vermiculite, notamment qu'elle contient dans sa fraction argileuse. Le but de ma thèse, c'était pour ces trois terres différentes, trouver des solutions pour optimiser au maximum leurs caractéristiques mécaniques, que ce soit à l'état sec ou en service soumis à de l'humidification plus ou moins prolongée. On a donc envisagé plusieurs stratégies de renfort. Une stratégie de formulation première avec des dispersants comme le sodium hexamétaphosphate qui n'est pas biosourcé pour le coup, dans le but de limiter la teneur en eau initiale de nos matériaux à la mise en œuvre afin d'en augmenter la densité sèche que l'on vise après mise en œuvre. Une seconde stratégie de formulation était plutôt une formulation avec des biopolymères stabilisants comme de l'huile de lin ou de la gomme de xanthane afin de protéger nos différentes argiles de l'effet de l'eau et de renforcer les liaisons entre les grains des différentes terres. Et notre dernière stratégie d'optimisation était plutôt une optimisation du mode de mise en œuvre. On a donc décidé de travailler sur 4 modes de mise en œuvre différents, de la vibrocompaction au moulage, afin d'identifier un procédé de mise en œuvre qui nous permet d'obtenir systématiquement la plus grande densité possible pour nos différents matériaux. On a aussi pris en compte le fait que pour chaque formulation de terre, a priori, il y avait probablement un procédé de mise en œuvre qui serait plus ou moins privilégié. Notre première grande étude a été portée en fait sur la rhéologie des différentes formulations de terre et comment faire pour adapter ces différentes formulations de terre à différents procédés de fabrication.
on s'est vite rendu compte que pour nos terres seules, sans aucun ajout, différents modes de mise en œuvre, ça impliquait différentes teneurs en eau optimales à la mise en œuvre pour pouvoir mettre en œuvre facilement notre matériau. Donc, on a eu cette approche un peu pragmatique à la manière d'un Proctor, en fait, où qu'on a adapté un peu aux différents modes de mise en œuvre. On a l'exemple ici pour une des terres, la terre K, pour plusieurs modes de mise en œuvre, le moulage, le compactage statique et du compactage dynamique qui s'apparente à du vibro-compactage. L'idée, c'était de trouver pour chacune des terres et pour chaque mode de mise en œuvre, la teneur en eau qui nous permettait d'avoir la rhéologie optimale et la plus adaptée pour atteindre une densité sèche la plus forte possible pour chaque matériau. On a aussi réalisé d'autres essais rhéologiques que je ne présente pas ici sur l'effet des ajouts sur le comportement de nos différentes terres étudiées. On s'est d'abord rendu compte que nos dispersants, comme l'hexamétaphosphate, limitaient en fait la teneur en eau que l'on avait à viser pour obtenir une consistance de matériaux donnés. Au contraire, la xanthane ou l'huile de lin avait le rôle plutôt inverse de viscosant et donc augmentait le besoin en eau pour obtenir une consistance donnée de matériaux. Et on se rendait compte que quand on combinait les deux, on arrivait à limiter leurs effets. En prenant tout ça en compte, on a pu obtenir et déterminer des teneurs en eau optimales pour chaque formulation de terre et chaque mode de mise en œuvre. Il y a quelques exemples ici pour plusieurs formulations de la terre K et plusieurs modes de mise en œuvre de cette même terre. Après avoir adapté la rhéologie de chaque type de terre et chaque formulation de terre à différents modes de mise en œuvre, on a décidé d'étudier le comportement mécanique de ces différents matériaux formulés et mis en œuvre. On a donc réalisé le même essai de compression uniaxiale sur un grand nombre d'échantillons formulés et mis en œuvre différemment et dans différents états aussi. Donc, on a testé des échantillons à l'état sec après séchage à l'étuve à 60 degrés, moins de 60 degrés, après stabilisation à 20 degrés, 50% d'humidité relative, puis après avoir été soumis à humidification plus ou moins prolongée. Le but de ces essais mécaniques était de mettre en valeur l'efficacité des différentes stratégies qu'on étudiait, que ce soit l'optimisation du mode de mise en œuvre pour augmenter les résistances à l'état sec de nos matériaux, ou alors les formulations avec des ajouts biosourcés pour à la fois augmenter les résistances de nos matériaux à l'état sec, mais aussi d'augmenter leur résistance lorsqu'ils étaient soumis à des humidifications plus ou moins prolongées. Pour tout ce qui est stratégie de formulation avec des ajouts biosourcés, je vous ai mis les résultats que j'ai obtenus pour la terre K au plus faible potentiel de résistance. Et on se rend compte que pour cette terre, si on la combine avec de la gomme de xanthane, non seulement on augmente sa résistance à l'état sec, mais on limite largement sa perte de résistance avec son augmentation de teneur en eau. Et quand on est dans des gammes classiques et des conditions normales d'utilisation de ce matériau, on se retrouve avec 6 ou 7 mégapascales de résistance à la compression. Dans le cas d'ajout d'huile de lin dans la formulation de ce matériau-là, on se rend compte qu'on augmente un petit peu la résistance à l'état sec de notre matériau ici, et qu'on arrive aussi à limiter en fait, l'augmentation de la teneur en eau de notre matériau au fur et à mesure qu'il est exposé en chambre humide à des conditions très très humides. Donc finalement, l'huile de lin va avoir un autre mode de protection de la terre, elle va plutôt limiter la prise de teneur en eau de notre matériau et donc limiter sa chute de résistance puisqu'on va moins prendre en teneur en eau. On a cherché ensuite à combiner la formulation de nos matériaux avec des ajouts biosourcés et l'optimisation du mode de mise en œuvre. Et on a regardé cet effet-là sur les résistances mécaniques de nos matériaux à l'état sec. Je vous montre aussi encore une fois les résultats obtenus pour la terre K au plus faible potentiel de résistance pour vous montrer qu'en combinant mode de mise en œuvre optimisé en allant vers de la vibrocompaction, là les petits carrés qu'on voit sur ce premier graphique, et quand on combine ce mode de mise en œuvre optimisé avec l'ajout de dispersants comme l'hexamétaphosphate de sodium et d'huile de lin et de gomme de xanthane, on arrive facilement à atteindre des résistances à la compression largement supérieures à 4 mégapascales que j'ai pris comme référence, comme étant la résistance de référence d'un bloc aggloméré béton classique qu'on trouve dans le commerce. Petit point aussi sur les modules d'élasticité. Quand on a formulé nos matériaux avec de l'huile de lin et de la gomme de xanthane, on a largement réussi à améliorer leur module d'élasticité apparent, en tout cas sur ces essais de compression. Enfin, on a cherché à comprendre un peu l'effet de nos formulations sur la durabilité à l'eau de nos matériaux. Et on a commencé par réaliser un essai d'absorption capillaire très simple sur ces matériaux-là, en déterminant un coefficient d'absorption capillaire et une teneur en eau capillaire finale de nos matériaux formulés. Et donc, pour toutes les terres formulées avec de l'huile de lin, on s'est rendu compte qu'on divisait au moins par 2 ce coefficient d'absorption capillaire, qu'on limitait aussi cette teneur en eau capillaire finale. Et dans le cas d'ajout de xanthane dans la masse de nos matériaux, pour toutes les terres, on arrivait à diviser de 5 à 10 ce coefficient d'absorption capillaire. Enfin, on a réalisé un dernier essai de résistance à la compression après une immersion prolongée sur des formulations choisies de la terre S, qui est notre terre la plus sensible à l'eau, formulée avec de l'huile de lin et de la gomme de xanthane.
Cet essai il était inspiré d'une norme qui concerne les briques de terre crue de dimension assez grande qu'on immerge après 2 heures et dont on teste la résistance à la compression. Ça favorise cette norme-là souvent la stabilisation avec des liants hydrauliques. Nous, on a réalisé ces essais sur des tout petits échantillons de 4 par 4 par 8 cm et on s'est rendu compte qu'après un quart d'heure d'immersion, notre terre stabilisée avec de la xanthane présentait une résistance de 7 mégapascales. Celle stabilisée avec de l'huile de lin présentait une résistance de 2,5 mégapascales, ce qui est plutôt prometteur pour ce genre d'avis. Finally, a better understanding of the rheological behavior of earthen materials helped us to obtain clues to optimize the processing methods of these materials and help us to increase their dry mechanical properties. Then, the combination of bio-based additions and optimized processing methods helped us to enhance the dry mechanical strength of low-strength potential earthen materials and their life service mechanical properties. And finally, some identified bio-based addition, such as xanthan gum or linseed oil, helped us to enhance their durability. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur Guillaume. Pour votre présentation. Quelques questions. Je peux commencer, Naïma, si tu permets? Oui, vas-y, Rachidou. Oui, bien sûr. Si vous pouvez juste revenir sur le slide numéro 7 de votre présentation. Numéro 7. Vous voulez que je le mette comme ça, peut-être? Oui, voilà. Donc, en fait, ici, vous avez montré sur le graphique la relation que vous avez entre la masse volumique sèche et la teneur en eau avec 3 procédés différents. Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, ce qui m'interpelle sur ce graphique-là, c'est que vous avez tout à gauche le compactage dynamique. Donc, je suppose que vous avez fait du Proctor ou quelque chose qui pourrait être… Donc là, c'était de la vibrocompaction. Globalement, on compactait sous presse notre matériau avec des petits vibreurs pneumatiques. Pour, Ok, d'accord. Bon, peu importe. En fait, ici, globalement, vous avez déjà dans votre volume, vous avez une masse de matière sèche plus de l'eau. Non. La teneur en eau, en fait, la teneur en eau que je présente, c'est une teneur en eau à la mise en œuvre. Donc, toutes les masses volumiques ont été mesurées à l'état sec après. Oui, mais c'est à la mise en œuvre. C'est-à-dire que votre matériau, ici, si je prends votre courbe compactage dynamique, vous avez défini ou trouvé quelque part une teneur en eau maximale ou optimale qui vous permet d'avoir une sèche maximale. Oui, c'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. À la manière d'un Proctor, ouais. Moi, ce qui me manque en fait, sur cette courbe-là, il me manque la courbe de saturation. J'aimerais bien avoir votre courbe de saturation. C'est juste pour savoir, en fait, au final, par rapport à cette courbe de saturation, vous êtes où? Ouais, ça, c'est des choses que je n'ai pas tracées dans la façon de présenter mes résultats, mais c'est vrai que ça aurait été plus… Là où j'essaye d'en arriver, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, avec ce mode de compactage dynamique, on pourrait imaginer que vous êtes déjà tangent à la courbe de saturation. On s'en rapproche sûrement, ouais. Oui, sur la branche descendante. Donc, je me demande comment est-ce que vous arrivez à mettre plus d'eau dans votre volume. Quand je regarde ici au niveau des densités sèches, vous êtes à peu près équivalent, hein, grosso modo. Hein, si je vois ce que vous avez en compactage dynamique et ce que vous avez appelé en moulage, vous êtes quasiment à des densités sèches entre guillemets qui sont équivalentes. C'est-à-dire qu'après, j'ai du mal un peu à visualiser comment est-ce que vous avez pu mettre plus d'eau dans un volume qui est déjà normalement saturé. On a réussi à… globalement, là, c'est pas forcément très représentatif. C'est pas le graphe le plus représentatif des densités, de l'optimisation de la densité qu'on a pu obtenir, parce qu'en fait, la plupart du temps, on arrivait vraiment avec le compactage dynamique et le compactage statique à vraiment augmenter les densités qu'on obtenait. C'est pas forcément ce graphique-là qui est le plus parlant à ce niveau-là. Je pense qu'il y a quelque chose à regarder là-dedans. Oui, voilà. Je pense dans l'expression des résultats, en effet, ouais, que ce soit plus clair. Merci, Naïma. On ne t'entend pas là, ton micro est coupé.
Merci Rachid et merci Monsieur Villeneuve. En fait, j'ai une petite question encore concernant le viscoson que vous avez ajouté, le xanthane. Oui. Est-ce que, à votre avis, parce que le xanthane, il est connu pour être ajouté dans la partie, on va dire, ou dans les produits cosmétiques, est-ce qu'à votre avis, ce xanthane-là, c'est une poudre technique qui est possible d'utiliser de manière très économique au niveau de nos matériaux de construction? Je pense que, Côté, on va dire, rapport qualité du matériau par rapport au prix du matériau. je pense que, alors j'ai pas fait d'études au niveau des prix du matériau. Oui, Honnêtement, là je me posais plutôt la question de est-ce que c'est faisable en limitant au maximum justement les apports en gomme de xanthane d'atteindre des niveaux de résistance suffisants et satisfaisants. De ce que j'ai vu dans la littérature, en effet, ça peut me paraître cohérent d'utiliser ce genre de matériau-là à une plus grande échelle. Notamment par le fait que très souvent, la terre crue, quand on la voit stabiliser avec des liants hydrauliques, on est minimum à 3% de dosage en masse de matériaux et on va jusqu'à 5, 6, voire 7% de dosage en liant hydraulique comme du ciment par exemple. Moi, avec la gomme de xanthane, là, on avait vraiment réussi à limiter ça à 0,5% de teneur de dosage par rapport à la masse sèche de matériaux. Donc je pense qu'en limitant vraiment l'apport en gomme de xanthane, je pense qu'économiquement, on peut se retrouver à des choses qui deviennent de plus en plus viables. Après, la question qu'il y aura à voir, c'est est-ce qu'il y a une filière qui est disponible et est-ce qu'on peut produire ce matériau-là en masse suffisante et quantité suffisante. En poudre technique très utilisée dans le domaine de génie civil. C'est ça. Oui, d'accord. Après ce recul-là, à votre avis, si vous donnez un conseil par rapport aux additifs que vous avez utilisés, est-ce que c'est mieux d'utiliser des additifs en poudre ou d'utiliser des additifs plutôt liquides à ajouter en même temps que l'eau? Et ben justement, sur la gomme de xanthane, je me rends compte que au départ, je fonctionnais beaucoup en rajoutant la poudre dans mon matériau et je mélangeais ensuite avec de l'eau. Et je me rends compte qu'il y a quand même un grand besoin d'hydratation, en tout cas de la xanthane, pour qu'elle puisse jouer son rôle justement protecteur au niveau de l'immersion, au niveau de la durabilité, et qu'il vaudrait peut-être mieux justement mélanger d'abord cette poudre avec le liquide, donc avec l'eau, le liquide de gâchage, puis ensuite mélanger tout ça avec la terre crue pour avoir des caractéristiques de durabilité et une résistance à l'eau qui soient vraiment efficaces. Donc à ce niveau-là, pour cet ajout-là, je pense qu'il faudrait penser à un procédé de préparation où on mélange d'abord la poudre avec l'eau avant d'ajouter à la terre. Merci. Merci. Vu que le temps passe, le troisième membre du jury peut ajouter une question et après on passe au second candidat. Si vous... Ok. Oui, moi j'avais juste une simple petite question également sur les méthodes de mise en œuvre. En fait, est-ce qu'on peut, peut-être juste une petite, pour être sûr un petit peu de l'interprétation des résultats, est-ce qu'on peut dire que la méthode de mise en œuvre, elle a un effet moindre sur la résistance finale à la compression du matériau par rapport aux ajouts, en fait? Oui, c'est exactement ça. On se rend compte que la méthode de mise en œuvre va vraiment nous permettre, pour une terre donnée, d'optimiser vraiment le squelette granulaire pour qu'il soit le plus compact possible. Et donc, en le densifiant, on va augmenter un peu la résistance à la compression. Mais très clairement, là, on le voit sur ces graphiques-là, que finalement, c'est les ajouts biosourcés qui nous permettent, pour des terres qui ont des faibles résistances à la base, des faibles potentiels de résistance, c'est ces ajouts-là qui nous permettent d'atteindre des vrais bons niveaux de résistance à la compression. D'accord. Et après, voilà, ça va dépendre pour une terre qui naturellement présente des bonnes capacités de résistance mécanique. Les ajouts biosourcés comme l'huile de lin ou la xanthane ne vont pas forcément permettre d'augmenter très largement les résistances à la compression aussi. Donc ça dépendra du type de terre. Et en effet, l'ajout a tendance à être plus important pour l'optimisation de la résistance à la compression de notre matériel. D'accord. Ok, ce sera tout pour moi. Merci. Merci à vous. Si vous pouvez introduire le deuxième participant.
Comme ça, on peut enchaîner sur… Alors, comme deuxième participant, nous avons Meriem Kagé-Iou, si j'ai bien prononcé, qui nous vient de l'Université du Havre et qui va nous présenter une étude sur l'épuration des eaux de ruissellement par du bioadsorbant. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous avez 10 minutes. On va couper. Okay, so thank you very much. Hello, everyone. So my name is Mariam, and I'm going to present a part of my PhD research, which is about treatment of road runoff by bioadsorbent. So my thesis has been conducted in LOMC laboratory in the University of Le Havre, and it was in collaboration with Corbeau Laboratory of Insta-Romand School of Engineering. So I'll be following the plan right here from our presentation. So obviously I'm going to start with the introduction and the context of my subject. Then I'm going to move to materials and methods. Then I'm going to present some of my PhD results and of course end by conclusion and prospects. So let's get started. So I would like first to introduce the bioadsorbent that I have used in my thesis, and actually that was flax fibers or flax byproduct. So why did we use flax byproduct and not another material? So flax is a material which is very available in the Normandy region. So the Normandy is one of the largest producing regions in the world of flax. And the second thing is that it's a material which is very cost effective. And also it's very friendly to the environment. So now let's get more into the context of my subject, which is related to urbanization and stormwater runoff management. So actually with the increase in building of structures, highways, sidewalks, etc., with impervious surfaces, with impervious materials, sorry. So stormwater runoff has become a threat to our urban areas and water bodies. So actually impermeable surfaces generate large amounts of water volumes to manage. And this had created a redistribution of the water balance. So as we see in this figure, which presents a comparison between the hydrological balance in natural areas and the hydrological balance in urban areas, we noticed that we moved from 10% of runoff in natural areas to 55% of runoff in the most urbanized areas. Regarding infiltration, we moved from 50% to 15% only in the most urbanized areas. So traditional systems thus can no more handle the large amounts of water volumes to manage. And what is more is that stormwater runoff encounters a lot of pollutants. So we have macropollutants such as which are nutrients and total suspended solids. And we have micropollutants such as heavy metals, hydrocarbons, alkyl phenols, etc. So in this study, we are going to focus on heavy metals because of their high toxicity and also their non-degradability. So because of all of that, new alternative approaches have emerged in last decades in order to manage stormwater runoff to the source of pollution, and also prevent the contamination of the groundwater, the receiving areas, and the groundwater and the surrounding environments also. So among these techniques, we have vegetative swales, and we have also bioretention systems as examples. However, these techniques can on the long term present a clogging problem because of the accumulation of pollutants. So hence the main prospect of these subjects, of this project, was to set a filtration device which is going to be filled with sand and flax geotextiles in order to manage stormwater runoff in the parking lot in the north of Le Havre. So more specifically, since my PhD was done at lab scale, so flax fibers were used in this study in order to evaluate or assess the adsorption capacity of zinc, copper, and lead ions in both competitive and non-competitive systems, and also test the reversibility of this absorption in a second phase of desorption. So now, let's move to matériel et méthode. Et le matériau utilisé, c'est les fibres de lin. Donc, c'est des étoupes de peignage qui ont été obtenues de chez de Pestel. Elles ont été lavées et séchées à l'étuve pendant 24 heures à 60 degrés. Et ensuite, elles ont été coupées en petits morceaux de 0,2 à 2 cm.
Alors, pour la méthodologie suivie, ça consiste en des essais batch. Donc, l'idée, c'est de préparer des solutions de métaux lourds, de zinc, cuivre, plomb, d'ajuster le pH de la solution, de rajouter les fibres de lin sous agitation magnétique, ensuite de venir filtrer les solutions avec un papier filtre de 0,45 micromètres, de récupérer les échantillons, de les acidifier et puis de les analyser avec l'appareil ICP-AES pour la mesure de concentration en ions métalliques. Alors, j'arrive à la partie résultat et donc là, je vais présenter d'abord la cinétique d'absorption compétitive et non compétitive des ions de zinc, cuivre et plomb. Et ensuite, je présenterai la cinétique de désorption de ces mêmes ions par les fibres de lin. Alors, pour les essais de cinétique d'absorption, alors, ils ont été conduits sur deux types de systèmes, donc système compétitif où les 3 ions sont ensemble et système monométallique où chaque ion est seul en solution. Alors, les concentrations ont été fixées à 45 micromoles par litre, le pH de la solution à 6,4, la concentration d'adsorbant à 2 grammes par litre et les temps d'essai variaient de 5 minutes jusqu'à 10 heures. Alors, pour la cinétique d'absorption en solution trimétallique, alors, on a les taux d'absorption qui augmentent rapidement en fonction du temps, donc jusqu'à un temps d'équilibre estimé à 60 minutes, et ce pour les 3 ions, donc le plomb en rouge, le cuivre en orange et le zinc en bleu. Donc, on remarque qu'on a un taux d'absorption qui est très élevé pour le plomb, donc de 94%, suivi par le cuivre 75% et ensuite par le zinc 62%. Donc, clairement, on a un ordre de sélectivité d'absorption qui est de plomb, cuivre, zinc, qui était également retrouvé dans des études antérieures dans la littérature et qui a été notamment modifié par la grande électronégativité du plomb. Alors, pour la cinétique des 3 métaux en solution monométallique, alors je commence par le zinc, donc on a le même comportement d'ions. Donc, en solution métallique, on remarque qu'on a des taux d'absorption qui sont très élevés par rapport à ceux dans la solution trimétallique. Alors, pour le cuivre, on remarque aussi, donc on a le même constat, mais avec une différence qui est moins importante par rapport à celle du zinc. Alors, pour le plomb, on remarque qu'on a donc les mêmes taux d'absorption en solution monométallique et trimétallique. Alors, j'arrive à la cinétique de désorption de ces ions de zinc, cuivre et plomb par les fibres de lin. Alors, concernant donc brièvement la méthodologie, donc après les essais batch d'absorption, on récupère les fibres de lin chargées de zinc, cuivre et plomb et ensuite on les a remises en solution avec un agent de désorption. Donc, en solution d'acide nitrique, d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium, donc les 3 à 10-2 moles par litre. On les a également remises en solution d'eau ultra pure. Alors, pour la cinétique de désorption de ces ions dans les acides nitriques et l'acide chlorhydrique, donc on remarque que les taux de désorption sont très importants pour les 3 ions. On remarque que la cinétique de désorption est très rapide. Donc, dès les premières 5 minutes, on a de grands taux de désorption. Et on remarque qu'on a une entière désorption, particulièrement pour le zinc. On a également un ordre de désorption qui est de zinc, cuivre, plomb, soit un ordre inverse à celui observé avec les essais d'absorption. Alors, dans l'hydroxyde de sodium, donc on a un comportement qui est différent. Alors, les taux de désorption sont nettement moins importants que ceux observés avec les acides, bien qu'on a toujours un taux de désorption très significatif du zinc qui dépasse 60%, alors que pour le plomb et le cuivre, on a des taux de désorption qui sont assez faibles, qui sont inférieurs à 20%. Dans l'eau ultra pure, donc on a quasiment pas de désorption, à part un léger relargage du zinc en solution qui ne dépasse pas 8%. In conclusion, let's summarize the key points. So flax fibers, have demonstrated very good absorption capacities of zinc, copper, and lead ions in both competitive and non-competitive systems. Also, the competition effect was more visible in the competitive system or the ternary metal ion system when the 3 metals were put together. So the selectivity sequence of adsorption was lead, copper, zinc, which means that lead was the most adsorbed ion in both types of solution actually, and zinc was the least adsorbed one and also the most influenced ion by the presence of other ions in solution. Regarding desorption experiments, high desorption rates were observed for zinc, copper, and lead ions in nitric and hydrochloric acids, but less efficient desorption was observed in sodium hydroxide solution.
And regarding ultra-pure water, there was no desorption besides a slight release of zinc in solution. And in prospect, we are looking forward to test flax fibers in order to remove organic macropollutants also, and also to implement a filtration device in order to treat stormwater runoff, but also industrial runoff. So thank you very much for your attention. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Si. Je peux Je peux commencer, j'ai une question. Jérôme, tu permets? Comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Honneur aux dames, si vous. Très bien, merci. Ouais. Vas-y, Naïma. Oui, une petite question, Madame Kageyou. Par rapport aux concentrations que vous annoncez des métaux, et vous parlez et, aussi par rapport au coefficient d'absorption, au niveau du dispositif expérimental qui sera installé après, est-ce que vous croyez que ça sera vraiment efficace pour éviter tous les polluants, de l'eau de ruissellement par, on va dire, cette barrière que vous allez mettre en place, ou les concentrations, c'est par rapport à des critères bien spécifiques, et quel est ce critère-là? C'est-à-dire pourquoi on a choisi ces concentrations-là? Oui, c'est ça. C'est ça la question. En fait, ici, on est sur des concentrations qui sont plus importantes que les concentrations qu'on trouve dans les eaux de ruissellement. Donc, dans les eaux de ruissellement, surtout qu'ici, on est en train d'épurer les eaux de ruissellement, mais uniquement de la phase dissoute. Donc, on est en train juste de regarder les ions en soluté, donc c'est un cuivre et plomb, donc les ions voilà, solubles. Et dans les eaux de ruissellement, effectivement, on ne va pas trouver ces concentrations-là si importantes. Donc ici, on est au-delà de 2 mg par litre, ce qui est énorme pour des eaux de ruissellement. Alors, pour les eaux de ruissellement, on sera autour de 100 microgrammes par litre, 300 microgrammes par litre pour le zinc, et encore moins pour le cuivre et le plomb. Donc, si on a fait ce choix-là, c'est aussi parce qu'on a fait une étude de compétition entre les ions, et pour pouvoir voir nettement la différence entre les différents comportements ioniques des 3 ions. Donc là, c'est encore mieux d'augmenter les concentrations pour faire cette étude-là, qui est quand même une étude qui relève quand même qui soulève un problème chimique aussi. Très bien, merci. Rachid? Oui, moi ma question va un peu en continuité de la question de Madame Belayachi qu'elle vient de poser. C'est toujours sur le protocole, c'est les seuils ou les valeurs que vous avez prises en compte pour mener cette expérience. Après, si on va sur les courbes où vous avez montré la cinétique d'absorption, si vous pouvez juste revenir dessus, voilà. Donc ici, c'est la même chose. Vous avez dit que vous avez finalement une efficacité au bout de 1 heure, à peu près une efficacité maximale. Là, si j'ai bien compris, l'application que vous visez, c'est vraiment pour faire des filtres. Oui, c'est pour filtrer. Voilà. Donc à partir de là, comment est-ce que vous allez gérer cette cinétique? Parce qu'a priori, pour que vos filtres soient efficaces, il faut quand même qu'il y ait un temps de contact suffisant entre la solution et votre matériau pour pouvoir éventuellement capter la pollution. Donc, comment est-ce que vous envisagez de faire? En fait, tout à fait. Donc, plus il sera en contact avec le filtre, plus il sera en contact avec la solution, mieux c'est l'absorption. Donc, alors déjà, à 5 minutes, on est déjà quand même à des taux d'absorption qui sont importants, mais le mieux, c'est qu'on soit à 1 heure quand même. Mais sinon, c'est différent des essais dynamiques. Donc là, on est sur des essais statiques. Oui. Donc, clairement, on a un contact autant qu'on veut. Mais si on fait des essais dynamiques, donc là, c'est une autre type d'étude. Donc, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Parce qu'effectivement, si vous mettez votre matériau imbibe, ça peut aussi se faire comme ça hein, dans la pratique. Mais globalement, c'est une autre démarche et c'est une autre approche de dépollution. Mais vous, j'ai bien compris qu'a priori, c'était vraiment pour faire de la filtration. Et si vous devez faire de la filtration, donc ce temps de séjour, ou à la limite ce temps de contact, devient vraiment quelque chose de très, très important. Et après, est-ce que c'est vraiment 1 heure qui sera votre temps de référence ou est-ce que c'est plutôt 5 minutes ou 2 minutes qui sera votre temps
référence pour évaluer finalement l'efficacité comment dire, de vos filtres. Ça, c'est important à prendre en considération. Jérôme, je te rends la parole. Merci Rachid. Merci pour la présentation. Moi, j'avais juste justement là, sur ce slide, sur ces résultats. Donc, vous citez des références. Moi, j'aurais souhaité savoir, moi, je m'intéressais vraiment, quels sont les mécanismes qui font qu'on a cet ordre de sélectivité d'absorption et pas un autre. Alors, l'ordre de sélectivité, c'est vrai qu'il a été justifié par le fait que le plan, c'est l'ion qui s'absorbe le plus, enfin, c'est l'ion qui a la plus grande électronégativité par rapport aux autres. Donc, on est à 2,33 par rapport au zinc 1,65 et cuivre 1,90. Donc, ça, c'est une justification. Également, le fait que le rayon hydraulique de zinc soit assez important par rapport au rayon hydraulique de cuivre et de plomb. Donc, si le rayon hydraulique il est grand, donc, ça fait que la liaison entre la surface de l'adsorbant et l'ion métallique devient plus difficile. Également, quand on est sur... alors, pour le plan, on suppose, d'après la littérature aussi, qu'on est sur des liaisons type de complexation de sphères internes, qui sont des liaisons beaucoup plus fortes que les liaisons de complexation de sphères externes, qui sont finalement des interactions électrostatiques, et c'est ce qu'on suppose beaucoup plus pour le zinc. C'est pour ça qu'il va se désorber beaucoup plus facilement avec les acides ou avec, avec le moindre élément chimique qui existera en solution, il peut perturber cette liaison électrostatique. Donc, les liaisons, en général, voilà, donc on est sur des complexations de sphères internes, de sphères externes pour les ions comme le zinc, et également sur un échange ionique. On peut également avoir un échange ionique entre les ions en solution et les cations qui se trouvent préalablement sur les fibres de lin. Et la complexation, elle se fait avec les groupes fonctionnels qui vont constituer la surface des fibres de lin, à savoir les groupes hydroxyle, phénolique, carboxylique, et les carboxylates aussi qui peuvent se complexer avec les ions. Voilà. D'accord. Toutes ces références, en fait, elles ont été faites, c'est exactement le même procédé à peu près que ce que vous faites, et c'est aussi avec du lin. Non, c'est pas du tout avec du lin. En fait, c'est des études où on a trouvé cet ordre de sélectivité, mais avec d'autres types d'adsorbants. Pour le lin, c'est la dernière référence, puisqu'il s'agit de la thèse qui précédait mon travail. Et donc, c'est d'autres types d'adsorbants. Mais c'est toujours, toujours des matériaux biosourcés ou ça peut être d'autres types de matériaux? Oui, c'est des matériaux biosourcés, effectivement. C'est des déchets agricoles. Souvent, on utilise des déchets agricoles. Et pour Parc et Hall, ici, on est sur du biochar de la paille de sésame. Donc soit des bio-adsorbants directement, ou bien soit, voilà, on va les activer ou on va les pyrolyser. D'accord. Merci. Merci. Donc, je vais introduire le troisième candidat. Donc là, on est rappelé un peu à l'ordre par M. Emmanuel Ferrier. On doit essayer de respecter un peu le timing si on veut permettre à tout le monde de rejoindre après qui va se passer après cette séance-là du prix Jeune Chercheur. Donc, le troisième candidat, c'est M. Philibert Nchimana, qui vient de Ouagadougou. Le titre de sa présentation, c'est « Influence des matériaux de substitution sur la microstructure et résistance des briques en terre comprimée ». Donc, je vous donne la parole, et donc de même, quand il va vous rester 1 minute, on va allumer nos webcams, ce qui va vous donner finalement, vous demander de conclure rapidement. Donc, on voit bien votre présentation, donc je vous donne la parole. Allô? Oui, on vous entend très bien. Merci. Merci pour votre occasion de vous présenter un peu sur l'influence des matériaux de substitution sur la microstructure et la résistance des briques en terre comprimée. Juste une seconde. J'ai un souci avec mon Zoom. So today we estimate that the Afrin material is a sustainable material.
excuse me for just a while. I don't know why my slide. Okay. So after material are sustainable material, mainly given that they are widely available and locally in most of the places on the planet. They are material which demand low energy for transport, transformation, and the usage. And they also have low CO2 footprint and high thermal inertia, which allow them to provide the indoor thermal comfort. These materials have been used in different techniques, among others, adobe, which is considered as a traditional brick, produced by molding the plastic often material into mold and then drying on sunlight. But during this process of drying, there are risks of crack formation, as can be seen on this image, which is not good for their quality, technical, and aesthetic. And also looking at the construction field using adobe bricks, we can see that it is not very appealing. So the idea was to improve the quality, both technical and aesthetic of the earth blocks, adobe bricks, by using compressed earth blocks, which today are regarded as the modern construction earth material. The compressed earth blocks, which are produced by compressing the earth material in a mode of a machine. It can be manual, as these two guys are doing, or it can be also a mechanized system which compresses the bricks, the earth material, and can produce bricks of different dimension and also regular shape, which are also appealing to the eye, but also which have improved technical performance, as can be seen the application in the construction of this classroom. The problem, however, still arises when it comes to the contact with water. The compressed earth block, they undergo the erosion, as can be seen on this image, where we observe the erosion of the wall constructed using compressed earth blocks when it was exposed to the rain, or also the erosion which can occur at the foundation when most of those foundations are not well constructed. So to answer to this question, many studies have been done which consist of addition of the cement through the process called stabilization with chemical binders. So during the stabilization using cement, we mostly rely on the hydration reaction of cement, which produce the cementitious products. These cementitious products are responsible for more cohesion in the earthen particles, and also which result in the improvement of the performance of the earthen material. Another technique is the stabilization using lime, calcium hydroxide, which rely on the pozzolanic reaction between the lime and the earthen material, mainly its silicate component, and also result in the formation of cementitious products similar to the previous one, and which are responsible for improving the resistance, mainly in contact with water. But the problem is these two chemical binders are industrial and they tend to have high CO2 footprint, and so they are like having a negative effect on the natural advantage of earth material. Therefore, the idea of using alternative binder, the idea is how can we use byproduct material like waste from industrial agriculture process. Two of the wastes we identified were lime residue, which is produced as a byproduct from the acetylene gas production. These wastes contain mainly calcium hydroxide. Another waste was rice husk, which after calcination can produce the ash, mainly containing silica and amorphous. This rice husk has been proved to have a pozzolanic reaction in the cement industry. So idea for us is how can we use these two waste byproducts for the improvement of the performance of a compressed earth block. To do so, we proceed through the processing of the raw material, earth, lime, residue, and rice husk ash. And then we prepare the mixture of those materials, cured them, and then characterize the performance of the mixture. So, les procédures expérimentales suivies dans cette étude consistaient d'abord à pulvériser la terre étendue de 5 mm. Cette terre a été caractérisée et stoppée qu'il contenait
majoritairement de kaolinite. La chaux résidue a été broyée étamisée sur 125 micromètres et la caractérisation montrait qu'il est effectivement riche en calcium hydroxyde. Tandis que la cendre de baille dorée a été produite par calcination de la baille dorée à 500 degrés Celsius, broyée et tamisée sur 80 micromètres. Et la caractérisation a montré qu'il contient majoritairement de silice et silice ambre. La formulation des BTC a consisté donc à ajouter à la telle une fraction massique de 0 à 15% de la chaux résidue. Ensuite, de substituer la chaux résidue à hauteur de 10 et 15% par la cendre de baille dorée comme le présente ce tableau. Ces différents mélanges ont été mélangés, donc la telle, les liants, la chaux et la cendre de baille dorée. Et on a ajouté de l'eau optimale, au taux normal, pour humidifier ça, en fait de produire les BTC qui ont été maturés, couverts par des emballages plastiques pour éviter effectivement la perte d'eau. Et cette eau qui doit laisser pour encourager la réaction entre les différents composants. Et après la maturation, pendant 45 jours, on a procédé à tester la résistance à la compression et analyser la microstructure de ces BTC. Les résultats nous ont montré bien effectivement que ces sous-produits, autrement considérés comme des déchets, améliorent la résistance à l'eau des BTC. Si on compare cette photo de la BTC non stabilisée, on va arrêter ce qu'il est déjà dégradé au niveau des angles. Et si on plonge dans l'eau, immédiatement, il s'éclate. Contrairement au BTC stabilisé avec les sous-produits qui nous intéressent dans cette étude, qui ont une forme esthétique bien améliorée à l'état sec et qui laissent stable sous l'eau et après 24 heures. Donc, ça fait un premier indicateur de l'amélioration de la qualité et de la résistance à l'eau de ces BTC via stabilisation par les sous-produits. Ensuite, on a testé la résistance à la compression et on a constaté que l'ajout de la chaux en teneur de 0 à 15% augmente effectivement la résistance à la compression des BTC jusqu'à la valeur de 3,5 MPa. Ceci est justifié par la réaction pozzolanique qui est entre cette chaux résidue et la terre, donc qui fait qu'il y a une meilleure cohésion entre les particules de la terre. Ensuite, quand on substitue la chaux à hauteur de 10% par la cendre, on constate une augmentation davantage et remarquable de la résistance à la compression. De même, pour la substitution de la chaux par la cendre de baille de la hauteur de 15%, qui augmente la résistance encore beaucoup plus. Et ceci permet de dépasser même la résistance à la compression de 4 MPa, qui sont souvent requises pour l'utilisation des BTC dans la construction des bâtiments à mi-époque. Donc, ceci nous montre qu'effectivement, la chaux permet d'améliorer la performance des BTC, mais l'amélioration des performances est encore plus avantageuse si on utilise les fractions optimisées de la chaux et de la cendre de baille, ce qui accélère la réactivité. Et pour mieux confirmer cette réactivité, donc on a un peu regardé sur les changements microstructurels sous BRX et on a stabilisé. Il y a formation de produits cimentés de silicate de calcium hydraté et de minate de calcium hydraté qui justifient effectivement cette réaction pozzolanique entre la terre et les sous-produits pour sa stabilisation. Ces produits cimentés, ils ont été responsables de l'amélioration de la microstructure vue sous le MEP. Ici, la différence est montrée, c'est entre les BTC stabilisés avec la chaux sédimentaire qui montre quelques pores non sémentés, alors que les BTC stabilisés avec la chaux et la cendre de baille dorée montrent une microstructure beaucoup plus améliorée et donc qui est responsable de l'amélioration. Pour conclure, in our study, we can surely say that the byproducts were responsible for the improvement of the hydromechanical performance of the compressed blocks through the cementation of the matrix of these bricks. Compressed blocks are more stable in water compared to the non-stabilized compressed blocks. We also observe that lime contribute into the improvement of the strength, but the combination of lime and the ash improve better the compressive strength, which allow us to reach the 4 megapascal as the compressive strength required for the construction using these bricks. Thank you for your attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, aussi le respect du temps.
On va passer aux questions. Donc, je vais demander à mes collègues juste des petites questions, parce que là, a priori, on est déjà pas mal en retard. On va commencer, ne pas changer de l'ordre. On va commencer par Naïma. D'accord. Merci Rachid. Merci Monsieur Nchimina pour votre présentation. Une petite question concernant la teneur en eau, en fait, ou le pourcentage que vous avez utilisé d'eau. Est-ce que c'était déterminé par un essai Proctor ou directement à partir des mélanges précédents que vous avez faits? Quand on faisait cette étude, c'était au début en fait. Donc, on s'était d'abord, la question primordiale était de savoir d'abord si ces sous-produits auront un effet sur les performances des BTC. Donc, on a utilisé que la teneur en eau optimale obtenue par compression protonomale de la Terre. Donc, à cette étape-là, on ne s'était pas encore intéressé à la demande en eau de ces sous-produits. Mais après, on s'est rendu compte rapidement que quand on ajoute ces sous-produits, en fait, ils demandent plus d'eau. Donc, l'eau qu'on avait déterminée pour la terre, l'eau optimale pour la terre seule, ne suffisait pas quand on ajoute les sous-produits. Donc, dans les études qui ont suivi, on avait à corriger cette petite demande en eau. Sinon, dans ces résultats qu'on présente ici, c'était obtenu juste avec l'eau demande en eau de la terre seule. Ok, très bien. Parfait. Jérôme? Oui, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez suivi un petit peu donc la consommation en fait de portlandite? Est-ce que vous avez suivi un petit peu l'activité pozzolanique du matériau comme en fait je vois au début en fait vous avez introduit au début vous avez introduit uniquement ce que vous appelez CCR, c'est le carbure de calcium résiduel, donc qui contient de la chaux ou qui peut qui peut également produire en fait de la portlandite puisqu'il contient du calcium, uniquement du calcium. Et puis vous avez ajouté donc un pozzolane naturel qui est la cendre de Balderie. Est-ce que vous avez fait un suivi donc avec je vois que vous avez fait vous montrer les spectres de DRX. Est-ce que vous avez pu faire un suivi quantitatif? Est-ce que vous avez envisagé, je ne sais pas, de faire de l'ATG, peut-être pour faire un suivi quantitatif de la consommation de portlandite, de calcite? Malheureusement, non, on n'a pas pu faire un suivi quantitatif. Donc, les suivis de la transformation qu'on a fait, on peut dire que c'est resté sur l'échelle caritative. Entre autres, cette variation à l'apparition des pics de produits sédimentaires. Mais aussi, on avait fait un autre suivi caritatif en essayant de suivre la cinétique de réaction entre la terre et les différentes fractions de la chaux d'abord. C'est cette suivi d'ailleurs qui nous a permis de commencer à substituer la chaux par la cendre à hauteur de 10 à 15%. Parce qu'au-delà de 10, on ne voyait pas une réaction qu'on peut qualifier d'efficace. Donc, on pense qu'il y avait encore excès de la chaux qui n'avait pas à réagir avec la terre. Donc, d'où l'idée de le substituer avec la cendre de Balderie. Voilà. Donc, mais je n'ai pas présenté ces résultats de la cinétique et de réaction. Merci. En tout cas, très intéressant. Merci. Ok, merci beaucoup. Juste une toute dernière question. Vous n'avez pas forcément évoqué dans votre présentation ni dans votre article, si je me rappelle bien, l'effet du temps en fait. Est-ce que c'est un paramètre que vous avez regardé, ce qui se passe dans le temps? Parce que là, vous parlez éventuellement de réactions qui elles ont besoin du temps pour se produire aussi. Oui, vous n'avez pas tort. Mais l'effet du temps, par exemple, dans cette étude, les résultats que je présente ici, c'est après la maturation de 45 jours. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, au début, vraiment, on s'intéressait d'abord à voir s'il y a une interaction, une réaction, s'il y a quelque chose qui va changer au niveau de la résistance à microcytolate. Donc, quand on a fait ça, on trouvait que ça marche. Effectivement, on s'est intéressé à voir la cinétique dans le comment la résistance augmente. Et on a constaté que pour les BTC stabilisés avec la chose, il fallait aller effectivement jusqu'à 45 jours
alors que les BTC stabilisés avec la chaux et la cendre de Baïdori, on pouvait atteindre résistance optimale seulement à 28 jours. Donc, si on utilise seulement la chaux, il faut aller jusqu'à 45 jours. Si on utilise la chaux et la cendre de Baïdori, le tas de maturation diminue. Effectivement, vu que la cendre de Baïdori a une synthétique réactionnelle plus élevée que celle de la chaux. Mais là, je n'ai pas présenté ces résultats, mais ils sont quelque part. On a tenu ça en compte. Ok, ok, très bien, parfait. Merci, merci beaucoup. Donc, Naïma, je te repasse la parole. Oui, merci Rachid. Donc, on passe là à la quatrième présentation de Monsieur Hani Cheikh Seleman, qui va nous parler donc d'une méthode utilisant la tomographie pour le séchage au niveau de la modélisation de THM de ciment ou des matériaux cimentaires. Donc, Monsieur Hani Cheikh, si votre présentation est prête, vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. En mode diapo, s'il vous plaît. Voilà, c'est à vous. Donc, vous avez 10 minutes. Merci. So I'll be presenting today a part of my PhD contribution of neutron and X-ray tomography to the thermohydromechanical behavior modeling of cohesive porous media. This work was supervised by Mathieu Briffaut, Stefano Dal Ponte, and Alessandro Tangatini with an industrial communication with Lafarge-Volsin by Bruno Houet and Arnaud Delaclasse. So starting with the general context, this is Shanghai in 1987, and this is Shanghai in 2013. The only difference we can see in between these two pictures is made out of concrete, glass, and steel. The problem in putting down as much concrete is that we have a problem with its durability. This has led the experts in the field to ask multiple strategic questions such like, what will happen after exceeding the design lifetime of these structures? When to initiate the repairing operations, and is there any way to maintain the long-term structural integrity and serviceability of these structures? So, as a general context, there is a need to understand the processes behind concrete degradation which alter their durability potential. Well, one of these processes that might alter the durability is drying. In fact, after casting, the element hygrometry is higher than the hygrometry of the external environment. So the water will tend to leave the porous network of the concrete to establish hydric equilibrium. This will create gradients of relative humidity, which will then be stopped by the core of the element, which will remain saturated for a longer time. And all the deformations related to this relative humidity gradients will be restrained as well. This will form stress gradient generation, and if it will exceed the resistance of the material, this will lead to cracking. So drying may induce cracking and also control the penetration of aggressive chemicals. That's why it's related to durability. So how it has been studied so far experimentally. Well, experimentally, there's a lot of classical experimental techniques that were used to study drying. The most used technique is the mass loss follow in a controlled environment, where we follow the mass loss of the sample, which is drying in a well-known temperature and relative humidity environment. There's also sensor-based measurements and deformation measurements related to the drying processes. The problem is that these classical measurements have a lot of limitations. They provide no spatial information for the mass loss technique, for example, or they provide only point-wise measurements that ignore the neighboring effect of the process and the heterogeneity of the material. And they only provide, like, for example, bulk average measurements whenever we want to measure any deformation. So any local process related to drying cannot be taken into account using these classical measurements. That's why this has motivated the study that I'll be showing you in the next few slides. So as we can see in here, for instance, we have a vertical slice of 3D neutron attenuation field where we can
separate, and we have a very clear contrast between dehydrated concrete and the partially saturated concrete. So in this case, the sample was drying from its top surface, and we can see that we managed to have the contrast in between these two different parts. But not only that, we can also differentiate between the aggregates and the cement, a part of the material. So that was the neutron part. For the X-ray part, we can differentiate between the material and the macro porosity and potentially the cracks, if any. So if you're asking always why neutron and X-ray tomography to study drying, well, in one answer, I can say that because they both are really complementary, they provide a rich description, they provide an access to the 3D and 4D fields of water content and cracking. So how does it work? If we look to the instrumentation part, for X-ray and for neutrons, we need 4 major components. We need the X-ray source, the rotating table, which has the sample, a scintillator that transforms the radiation to visible light, a lens, and a CCD. So X-ray sources are really familiar, maybe some of you are familiar with, but for the neutron sources, it's much more complicated because a neutron source is usually a nuclear power plant. I was quite lucky to be in Grenoble. We have a nuclear power plant just in the city for research. And I was even more luckier because I was working under the supervision of the guy the researcher who developed the next instrument, an instrument that enables us to acquire simultaneously X-ray and neutron tomography at the same time. So we put the sample on a rotating table in the middle, and then it can be, we can have our tomography. So we acquire multiple projections from multiple angles, and towards the end, we perform a mathematical reconstruction to obtain the 3D tomography. So fast forward, I will be showing you today two main campaigns, one for concrete and one for cement paste, and show you how we were able to measure local processes using these techniques. So, but first, since I'm interested in thermohydromechanical couplings, I had to design a heating cell. So the cell, you only have to know that we have a radiator that will heat up the sample from its top surface. So the sample will dry from its top surface. And it also has a thermocouple on its top surface to follow up the evolution of the temperature and to better assess the gap in between the radiator and the sample. So we put everything in the beamline, and we tune our tomography settings in order to optimize our spatial and temporal resolution. And this is the type of raw results that you can obtain. So you can see the richness of the results. You can differentiate between dry and wet cement, and you can even differentiate between aggregates and cement phases using neutrons, and using X-rays, you can differentiate between the macropores and the dry cement. So if you want to see the 3D plus time neutron attenuation field raw result, this is the type of results that we obtain. So I remember you that the sample has been drying on its top surface and it's been sealed on its circumferential direction. We can see how the attenuation evolves in time. So now if you want to link this attenuation to something more physical quantity, we say that the transport mainly happens in the cement. So the first quantification or first image process that you can do is to remove the aggregates by a process that is called segmentation. We can also know how many aggregates have been removed from the sample by performing a sieve size and comparing the image analysis sieving with the experimental sieving. So after that, we follow up by quantifying the gradients that are in the vertical direction of the sample, and you can see that the attenuation has been very evolving at the top part of the sample, but not at the bottom part of the sample. And then we propose a multi-phase partitioning at the voxel level in order to define something more physical, and we bridge the attenuation to a more physical quantity, which is the capillary water volume fraction evolution. So that was a quantification for the saturation gradients. Let's move now for measuring the cracking effect on local drying. This time we'll use
experimenting on a cement-based sample. So we tune up our tomography settings again for different values because the cement-based sample now is being drying for a lower temperature. And this is the type of results we can obtain from the X-ray tomography this time. So we can see the evolution of cracking in function of time while the sample is being heated up. Now, how to quantify the effect of cracking? So first we have to extract the cracking from multiple tomographies in time. We then have to perform a multimodal registration in order to align the X-ray and the neutron information together and to combine the information. We then follow up by expanding the cracks and the neighboring area to take that into account. By doing that, we are able to quantify the gradients in the perpendicular direction to the crack and the top, middle, and the bottom parts of the sample. So that was for the experimental part. Numerically, I'm taking advantage from a well-established method, which is based on multi-phase modeling in porous media, where we set up a system of differential equations based on mass, energy, momentum conservation equations. We set up constitutive relation to close the system, and we solve the system numerically. I will not be focusing on my contribution in validating and assessing the implication of thermohydro and mechanical couplings, but I will be only showing you one single thing that I've been developing during my PhD, which is to propose a way to link the images with the finite element simulations. It starts with the following. We do from the 3D neutron attenuation field, we extract the aggregates by segmentation. We then proceed to do a labeling, which then we remove the small aggregates part from all of these aggregates. Here we are removing only the aggregates which have a diameter lower than 4 millimeters. So we remain with only big aggregates, which will then be projected on a finite element mesh. And this will allow us to perform thermohydromechanical simulations at the mesoscale. So by that, I will be concluding. Experimentally, we have shown that it's possible to characterize the saturation gradients using X-ray neutron tomography and to assess the implication of cracks on the local drying. And numerically, we have seen that it's possible also to perform thermohydromechanical simulation at the mesoscale by means of a newly proposed CT finite element mapping scheme. So that I thank you for your attention. Merci, Monsieur Sleiman. Rachid, vas-y pour la question. Oui, do you want the question in English, in French? Non, je peux prendre les questions en français, mais désolé, j'ai pris un peu plus de temps. J'étais Non, il n'y a pas de souci. J'ai continué. Je peux poser la question en français. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation, qui est de très très bonne qualité. Tous les outils qui ont été développés. Moi, ce qui m'a manqué un tout petit peu, c'est au fait, tout au départ, vous avez présenté un certain nombre d'essais justement un peu plus classiques ou un peu plus standards pour évaluer justement l'effet du séchage sur des propriétés physiques ou même des propriétés mécaniques du matériau. Comment est-ce que vous pouvez à un moment donné relier vos résultats ou est-ce que vous avez essayé de faire finalement un comparatif entre ce que vous avez obtenu et ce qui est en général évalué par des méthodes un peu plus classiques, un peu plus standards? Oui, merci pour cette question. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ce que j'ai fait dans un de mes travaux, c'était de valider l'approche que j'ai proposée par les neutrons et par les rayons X pour la quantification des gradients de saturation et de valider tout ça par rapport à des mesures de perte en masse. Donc, on mesure la perte en masse à la fin de notre essai. On essaie de quantifier globalement si on est cohérent avec les mesures des neutrons qu'on a obtenues ou pas. Ceci nous permet de valider surtout les mesures de saturation par les neutrons. D'accord, ok. Moi, je trouve que ça manquait peut-être un tout petit peu dans cette présentation, parce que ça nous aurait vraiment permis justement de bien comprendre l'objectif final. Merci, Naïma. Merci, Rachid. Jérôme, si tu as une question. Oui, merci pour la présentation. En fait, moi, je voulais savoir un petit peu le but là du mapping scheme. C'est en fait de produire des courbes granulométriques
Enfin, quel est le... Alors, le but final, c'était de faire des simulations mésoscopiques, THM, en présentant la morphologie réelle des agrégats. C'est ça le but final. Mais en faisant ça, j'ai bien montré qu'on a éliminé les agrégats qui sont plus petits que 4 mm, juste pour pouvoir comparer d'une façon dans le même... de comparer les images avec les simulations. Parce que les images, ils ont une certaine résolution. Il faut vraiment éliminer une partie des agrégats pour pouvoir bien comparer les résultats de simulation et les images. En fait, si on laisse les petits agrégats, quel est l'inconvénient de laisser les petits agrégats? Il n'y a pas un inconvénient. On peut faire des simulations avec les petits agrégats, mais c'est juste pour pouvoir valider les résultats expérimentaux, il faut, en fait, si on enlève les agrégats, c'est plus un béton. C'est un matériau qui est entre le ciment et entre le béton. Et ça va être dilué avec une certaine concentration d'agrégats. Donc, si je peux faire le même matériau et le caractériser expérimentalement au laboratoire, un matériau qui contient la même granulométrie, mais juste jusqu'à 4 mm, je peux bien dire que mon matériau qui est là, qui n'est pas une pâte de ciment et qui n'est pas le béton, qui est un mortier équivalent, je peux le bien caractériser au laboratoire et je peux bien dire c'est quoi sa porosité, je peux bien avoir des essais classiques de ce matériau. D'accord. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un peu du mal à comprendre. En laboratoire, vous utilisez en laboratoire, quand vous avez fait votre échantillon, il a des agrégats de taille inférieure à 4 mm. Mais après, dans votre modélisation, quand vous récupérez vos images, vous faites votre tomographie, vous faites du traitement des images, vous retirez ces agrégats. Et c'est là que je... Oui, donc là, si on revient à un slide en avant, on a d'autres l'évolution de particle size distribution. On a un essai Living Analysis. Donc, cette courbe-là, c'est la courbe expérimentale. Et on peut voir qu'il y a une certaine fraction de sable qui n'est pas représentée par les neutrons parce qu'ils ont une certaine résolution. Donc, tout le but là, c'est si on veut comparer quelque chose avec entre numérique et expérimental, il faut savoir que notre matériau qui nous reste après enlever les agrégats, c'est ni un béton ni une pâte de ciment. C'est quelque chose entre les deux. Donc, c'est une pâte de ciment qui a cette proportion-là de sable. Et c'est dans ce cas que j'aimerais bien faire une comparaison du même matériau entre le numérique et l'expérimental. D'accord. Pour moi, ce sera tout. Merci Jérôme. Monsieur Sleiman, merci. Je ne vais pas donc poser de questions à cause du temps. Jérôme, tu peux introduire la 5e personne. Ok. Je te laisse la main. Donc, merci pour cette présentation. Maintenant, nous allons écouter une présentation de Baptiste Luju sur la conception d'un géopolymère elliptique résistant en conditions incendie. Oui, donc bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Oui. So, good afternoon, everyone. I'm Baptiste Luzu. I'm a postdoctoral researcher at the University of Lorraine, but works I will present to you concerning the design of a fire-resistant elliptic geopolymer were realized in 2 laboratories of the University Gustave Eiffel. So it's the laboratory FM2D and the laboratory Geomaterials and Environment. Moreover, these works were realized in collaboration with the Fischer Group, specialized in the manufacture of safe deposit box. Well, currently there is a large-scale building project in Paris called the Grand Paris Express. Its main goal is to expand the metropolitan network,
And until 2030, this project will generate a huge quantity of cuttings to be valued. And my works are focused on one of the first layer to be excavated in the east and the west of Île-de-France. This layer is called green clay, argile verte in French, and consists in a heterogeneous material mainly composed by elite muscovite, which is a clay mineral. And given this amount of clay mineral and our desire to manufacture a fire-resistant material with low environmental impact, we have chosen to manufacture geopolymers in order to valorize these clay cuttings. But what's a geopolymer? In order to manufacture a geopolymer, we need two ingredients. The first ingredient is an aluminosilicate materials, our activated green clay, preferably without carbonates. The second ingredient is the alkaline solution with the high pH. This second ingredient has a significant environmental impact and a significant economic cost. So we want to use as little as possible. What will happen is that our activated green clay will quickly dissolve in this basic solution to form a paste that, as a result of a complex mechanism, will harden. And this hardened geopolymer is composed with a three-dimensional network of aluminosilicated covalent bonds that will give our material high mechanical strength and, as we want, high fire resistance. Well, the final goal of these works is to manufacture safe walls conforming to use in fire condition. These walls must also have a good burglar resistance and therefore a high mechanical strength. The first step of these works was to determine at the laboratory scale which geopolymer matrix was the most heat resistant. And then, given the intended industrial application, the scale of production of our activated green clay had to be changed in order to manufacture a greater volume of geopolymer motors. Donc, la première étape de ces travaux, ça a été d'activer donc cette argile verte. Donc, on l'a calcinée à 850 degrés, puis on a réduit la taille des grains grâce à un broyeur giratoire permettant de traiter une quantité relativement importante. Une fois que notre précurseur a été activé et qu'il est maintenant réactif, on l'a mélangé avec notre solution alcaline silicatée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fabriqué deux matrices différentes, une à base de silicate de sodium, appelée Na59, et une à base de silicate de potassium, appelée K59. Donc, les ratios liquide sur solide correspondent à la quantité de solution utilisée sur la quantité de précurseur, et donc on a essayé de diminuer au minimum la quantité de solution ajoutée. C'est pourquoi le L sur S est égal à 0,5 pour K59, parce que la solution est moins visqueuse, et qu'on a pu diminuer le L sur S et conserver des propriétés d'ouvrabilité satisfaisantes. Donc ensuite, on a fabriqué des pâtes et des mortiers. On a réalisé plusieurs tests permettant de caractériser leurs propriétés et leur résistance à la chaleur. Et on a sélectionné la matrice la plus adaptée pour nous pour une application en conditions incendie. Enfin, la dernière étape de nos travaux se continue à l'échelle semi-industrielle. Donc, afin de produire une quantité vraiment importante de précurseurs réactifs, on a dû utiliser un four rotatif. Une fois que le précurseur a été produit, on a pu fabriquer nos parois de coffre-fort. Donc, on en a fabriqué 6. La moitié sur lesquelles on a testé la résistance en conditions incendie, donc cet essai normalisé. Et sur l'autre moitié des plaques, on a réalisé des tests d'effraction que je ne vais pas pouvoir vous présenter à cause de la sensibilité de certaines informations pour notre partenaire industriel. Donc voilà, sur cette slide, vous pouvez voir l'essai de résistance à la chaleur des mortiers. Donc on a exposé nos mortiers de géopolymères à différentes températures et puis on a regardé leur perte de masse et on a mesuré leur résistance à la compression résiduelle. Donc on peut tirer beaucoup d'informations de cette expérience, mais vraiment l'information la plus importante pour nous, excusez-moi,
c'est que sur la matrice à base de silicate de potassium, là, donc MgK59, on voit un renforcement de la résistance mécanique jusqu'à une exposition à 200 degrés. Et donc ça, pour notre application en conditions incendie, ça nous a paru déterminant et très intéressant à exploiter. C'est pourquoi on a continué les essais en conditions incendie sur une matrice à base de silicate de potassium. Ici, je vous présente les équipements qu'on a utilisés pour changer l'échelle de production de notre précurseur réactif. Donc, sur la gauche, vous pouvez voir le four rotatif qu'on a utilisé. Donc, je vous indique que même si la température de la flamme est de 1000 degrés, à l'intérieur du four, la température est indiquée est de 900 degrés. En effet, il y a un gradient de température entre la sortie et l'entrée du four. Sur votre droite, vous pouvez voir le broyeur giratoire qu'on a utilisé pour réduire la taille des grains après la calcination. Sur cette slide, je vous montre l'évolution de la minéralogie donc de notre précurseur en fonction des différents protocoles d'activation. Donc, ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on va activer notre précurseur, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une diminution de la quantité d'ylite, muscovite et de montmorillonite cristalline et une augmentation du taux de phase amorphe. Donc, si on se focalise sur les essais de production à l'échelle semi-industrielle, on constate que la quantité de phase amorphe est un peu plus faible que celle obtenue lors de l'activation en laboratoire. En revanche, la quantité d'ylite muscovite est plus faible. On remarque également une quantité de diopside et de feldspath un peu plus importante. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a certainement dépassé la température de calcination de 850 degrés qu'on s'était fixée. C'est pour ça qu'on a appelé ce précurseur AB1000. En fait, il y a une partie des éléments amorphes qui se sont recombinés pour former des éléments cristallins comme le diopside et les feldspaths. C'est pourquoi le taux d'amorphe est un peu plus faible. Et donc, ce qu'on tire comme information, c'est que le précurseur fabriqué à l'échelle semi-industrielle est sans doute légèrement moins réactif que le précurseur fabriqué en laboratoire. Donc ici, je vous montre les 6 plaques qu'on a fabriquées. Ces plaques, elles ont été fabriquées après un essai préliminaire en conditions incendie, donc réalisé à l'échelle de laboratoire par notre partenaire industriel. Et donc, on a décidé d'augmenter le ratio liquide sur solide à 0,75 et le ratio sable sur précurseur à 1. Donc, l'idée, c'est de fabriquer les boucliers thermiques les plus efficaces. Donc, par exemple, augmenter le L sur S, ça augmente la porosité dans la paroi, et diminuer le L sur P, ça diminue la conductivité thermique de la paroi. Donc, on a fabriqué 2 plaques de pâte pure, 2 plaques dans lesquelles on a ajouté du sable et des fibres métalliques pour augmenter la ductilité et améliorer la résistance à l'effraction de ces plaques. Et dans les 2 dernières, on a ajouté du sable, des fibres métalliques et un treillis métallique, toujours pour améliorer la résistance à l'effraction. Donc, sur la gauche, vous pouvez voir, sur la gauche, vous pouvez voir la conception des parois avec les capteurs qu'on a positionnés donc, à l'intérieur du coffre-fort et donc à l'extérieur du four. Au milieu et à l'extérieur, vous voyez la constitution des murs réfractaires avec nos 3 plaques de géopolymère et une plaque de matériaux référence appelée PCI pour béton cellulaire ignifuge. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats de l'essai normalisé en conditions incendie. Donc pour qu'un matériau soit conforme à une utilisation en conditions incendie, il faut que le matériau résiste à un delta de température de 150 degrés pendant 60 minutes. Donc, les 150 degrés, ça correspond à la température de décomposition du papier et donc de documents potentiellement gardés à l'intérieur d'un coffre-fort. Et les 60 minutes correspondent au temps d'intervention des pompiers pour diminuer la température à l'extérieur du coffre et à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, ici, je vous montre la courbe caractéristique d'un matériau de référence. Donc, c'est un très bon isolant, sauf que ce matériau, pour un coffre-fort, c'est assez médiocre puisque sa résistance en compression est 3 MPa et donc sa résistance à l'effraction n'est pas suffisante. Au contraire, je vous montre un matériau qui est utilisé classiquement pour fabriquer des coffres-forts. Donc, c'est un béton fibré ultra haute performance, qui est très résistant à l'effraction avec une RC supérieure à 150 MPa. Par contre, on voit qu'il n'est pas du tout conforme à une utilisation en conditions incendie puisqu'il va éclater bien avant les 60 minutes. Et maintenant, je vous montre les courbes des géopolymères qu'on a fabriqués. Donc ici, la pâte pure qui montre de meilleures performances jusqu'à 75 minutes que le matériau de référence. Lorsqu'on va ajouter du sable et des fibres, on va augmenter la conductivité thermique de notre matériau
Donc, le delta de 150 degrés sera atteint plus rapidement, mais ce type de paroi est toujours conforme à une utilisation en conditions incendie. Et les mêmes constats peuvent être tirés au sujet de la plaque contenant le treillis métallique. Donc, ce qu'on retient, c'est que les 3 parois qu'on a fabriquées avec nos géopolymères sont conformes à une utilisation en conditions incendie et qu'en plus, elles ont une résistance à l'effraction supérieure au béton cellulaire ignifuge. Il est important de noter que PSFT remplit un peu plus le cahier des charges puisque c'est la paroi qui résiste le mieux à l'effraction. It's now time to conclude. It has been seen during the laboratory experiment that potassium-based geopolymer seem more interesting in fire condition regarding their mechanically reinforcement up to 200 degrees Celsius. And if we want to direct this type of geopolymer towards building materials, it could be interesting to study the dimensional variation in function of the temperature. Concerning the semi-industrial process of activation, it will be remembered that it's much more difficult to control the temperature inside a rotary kiln than inside a muffle oven. So in order to improve this activation process, it's necessary to decrease the flame temperature. Another option could be the use of flash calcination in order to better control the temperature inside the furnace or to better control the activation of the precursor. And finally, all the safe walls produced during this study are suitable to use in fire condition. The improvement pathway concerning our geopolymeric safe walls concerning their burglar performance, and in order to improve this performance, it's necessary to reduce the mass ratio liquid and solid. And if we do that, their compressive strength will be higher and their cost lower. So my presentation is finished. Thank you for your attention, and I'm at your disposal to answer your question. Thank you. Merci. J'ai une question, Jérôme. Alors, moi, j'avais 2 questions. Donc, la première est plus sur les activateurs. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'utiliser des activateurs à base de silicate et pourquoi pas à base de silice, je veux dire, et pourquoi pas du NaOH ou KOH? Est-ce que vous avez fait des Alors là, l'objectif, c'était de trouver des paramètres d'activation qui permettaient de produire des grandes quantités de géopolymères. Donc les silicates de potassium et de sodium, ils sont produits industriellement pour ce type d'application et on peut vraiment formuler des grands volumes de géopolymères. Ensuite, dès le début de ma thèse, on a essayé de faire des géopolymères à base de soude et de silicate de sodium et on a remarqué que le silicate de sodium, c'était quand même plus efficace pour obtenir des résistances mécaniques élevées. Donc là, vu l'application visée, ça nous paraissait vraiment pertinent d'utiliser ce type de solution et parce qu'on pouvait trouver des quantités importantes d'activateurs qui allaient être fournis par les industriels et parce qu'en plus, mécaniquement, ça nous intéressait vraiment. D'accord. J'avais aussi la question, est-ce que vous faites l'activation? Elle se fait, vous avez une solution alcaline ou est-ce que vous la faites en 2 fois ou est-ce que vous mélangez l'activateur et le précurseur avant de le mélanger à l'eau? Est-ce que vous faites tout d'un coup? Non. En fait, pour la solution alcaline, elle arrive telle qu'elle. On la modifie pas du tout. Nous, juste ce qu'on fait, c'est qu'on mélange notre précurseur, donc notre poudre, avec la solution de silicate de potassium. Voilà, c'est tout. L'eau, elle est déjà dans la solution, on rajoute rien. Et maintenant, est-ce que vous avez
concernant les meilleurs résultats en fait, du silicate de potassium, est-ce que vous avez une idée un petit peu du pourquoi Les raisons? des raisons? Oui, on a quand même quelques pistes pour expliquer ça. Notamment, par exemple, sur cette slide, là où on a décidé un peu de servir des matrices à base de potassium, si les résistances en compression des géopolymères à base de potassium sont plus élevées, là, c'est parce qu'on utilise un ratio L sur S plus bas. Donc, il y a moins de solutions, il y a moins d'eau qui doivent être évacuées à l'issue de la géopolymérisation. Donc ça, c'est quand même un point fort de ce type de solution parce que le L sur S de 0,5, on ne pourra jamais l'appliquer avec une solution de NS59 qui est trop visqueuse. On ne pourra pas faire couler la pâte et on ne pourra pas mettre en œuvre. Donc, le L sur S de 0,5 il peut être applicable sur du silicate de potassium, donc c'est très bien. Donc, concernant les résistances mécaniques, elles sont plus élevées parce que la porosité totale des éprouvettes est plus faible. Maintenant, si vous voulez savoir à L sur S égale ce qui se passe, la porosité totale, elle sera quand même plus faible pour K59 parce que, admettons qu'il y ait le même type de pore, on a vu par porosimétrie par intrusion de mercure que le diamètre des pores des éprouvettes à base de silicate de potassium était beaucoup plus faible que le diamètre des pores moyens pour du silicate de sodium. D'accord. Maintenant, juste une dernière question. Au niveau de la micronisation de l'illite, oui. Quelles sont vos méthodes? Qu'est-ce que vous obtenez? Est-ce que vous avez fait du même pour voir un petit peu la taille des grains? La taille des grains. La micronisation, elle a été faite jusqu'à quelle échelle en fait? Alors, aller sur le précurseur produit industriellement, on n'a pas fait d'essai de caractérisation puisque ça arrivait trop tard dans la thèse pour pouvoir les faire. Mais à l'échelle du laboratoire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré les surfaces spécifiques au BET. Donc là, on passe d'une argile verte qui est brute, qui est initialement à 3 mètres carrés par gramme, à une argile activée après broyage qui obtient une surface spécifique de 8 mètres carrés par gramme. Donc, on augmente quand même pas mal la surface spécifique. En termes de taille de grain, on a fait du même, mais on n'a pas fait d'analyse statistique pour avoir la taille moyenne. Mais on n'a pas fait de courbe granulo non plus. Donc, juste la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a 100% de passants à 80 microns. C'est tout. D'accord. Merci. De rien. On a dépassé un peu plus le temps. Je ne sais pas si on s'arrête là ou… Je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux qu'on s'arrête là et qu'on passe directement à la dernière présentation. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, la dernière présentation, je pense qu'il me revient à l'honneur de l'introduire. C'est sur l'impression 3D par extrusion des matériaux cimentaires, donc formulation, structuration et stabilité. Donc, elle nous est proposée par Ilham Harbouz. On ne vous entend pas, votre micro il est coupé. Donc, essayez d'activer votre micro. Ça va, vous m'entendez maintenant? Très bien. Très bien. Ok, super, merci. La parole. Alors, je disais que j'ai le plaisir d'aujourd'hui d'être parmi vous et de présenter une partie de mon projet de recherche qui s'articule autour de la thématique de l'impression 3D des matériaux cimentaires en se focalisant sur 3 aspects. L'aspect formulation, l'aspect structuration et l'aspect stabilité. Alors, ce projet vient dans le cadre d'une co-tutelle entre le GEM à l'École centrale de Nantes et l'Université de Sherbrooke. So, to start, I would like to return to a question that we actually ask ourselves a lot, which is, what is the best way to build? Mainly, 3 major aspects should be considered: time, performance, and costs. By using 3D printing in the construction field, we managed to reduce by half the time of construction due to automation and afford a better performance due to its ability to create customized design and afford higher sustainability by reducing wastes. Last but not least, it has made it possible to reduce also the cost of construction projects by reducing the financing cost due to shorter execution time. So, how 3D printing works? From a model to a 3D printed structure, the printing process starts with creating and slicing the entry model that implements the printer's movement, and then comes the choice of the building materials,
depending on the required performance, which is delivered or loaded into the printer, and then the process starts shaping the materials on successive layers until the structure is formed. In that way, we can highlight three major components of this process, which are design, print material, and also processing. The major challenges of this technology come either from unsuitable materials that can cause blockage because it's so stiff, or so fluid which has no shape retention, or either from unsuitable printing parameters, which is mainly related to the choice of the standoff height or printing velocity. Alors, dans le cadre de cette étude, la problématique principale, c'est de pouvoir identifier les liens qui peuvent être déduits entre l'aspect matériau, à savoir les propriétés, les approches de formulation et les exigences du procédé d'impression. Ceci nous mène directement à l'objectif principal de cette étude, qui est d'établir un guide d'impression 3D par extrusion des matériaux cimentaires en adaptant d'une part les paramètres de formulation pour des paramètres d'impression fixés et d'autre part d'ajuster ces paramètres d'impression pour une formulation donnée. Afin de réaliser cet objectif, nous avons mené 4 phases expérimentales. Alors, les 3 premières phases ont été réalisées à une échelle réduite avec une imprimante à petite échelle, avec une plage plus restreinte. Et la 4e phase, elle concerne une phase de validation à l'échelle de la structure avec une imprimante à grande échelle. Ceci dit, c'est que la première phase, elle consiste principalement à identifier les paramètres clés et définir le cahier de charges à respecter pour une mise en place par impression 3D. Le second point, c'est de proposer des approches d'amélioration des formulations pour qu'ils soient adaptés à cette mise en place. Ainsi, la première chose, c'est de devoir définir les critères d'imprimabilité d'un matériau. Alors, pour qu'un matériau soit imprimable, il faut qu'il ait une ouvrabilité optimale. Ceci dit, c'est que cet aspect-là a été évalué par 2 paramètres, à savoir le seuil d'écoulement et la viscosité apparente. Mais apparemment, il y avait l'effet de la rotation de la vis sans fin qui créait un cisaillement et qui affectait ces 2 paramètres-là. C'est ainsi qu'on a introduit 2 autres paramètres pour prendre en compte cet effet et pour évaluer la qualité d'extrusion tout en simulant l'effet de l'extrusion avec les protocoles rhéologiques exposés tout ici. Donc, les 2 paramètres identifiés, c'est le taux de restitution de la viscosité initiale ainsi que le taux de restructuration du module de rigidité. Le 3e aspect concerne plutôt la rétention de la forme après la phase d'extrusion. Ceci a été évalué par la cinétique de ces matériaux, à savoir le paramètre RTX qui représente la cinétique de refloculation pendant la phase de refloculation qui permet de reconstruire les flottes qui ont été détruites lors du cisaillement, ainsi que le paramètre ATX qui concerne plutôt une structuration postérieure et qui est une structuration linéaire due à la formation des pans d'hydrate entre les grains cimentaires jusqu'à la création des chemins de percolation. Ainsi, nous avons donc délimité les paramètres rhéologiques qui permettent d'évaluer l'imprimabilité d'un mélange. Dans ce cas, quelle est donc la plage de propriété optimale pour ce type de mise en place, à savoir l'impression 3D? Pour répondre à cette question, nous avons évalué 3 différentes approches. La première, elle concerne l'amélioration de l'ouvrabilité en variant d'une part le volume de pâte et aussi le dosage en superstition optimale. Ceci a été réalisé sur 10 mélanges, dont un a été retenu pour la 2e phase qui consiste plutôt à améliorer l'aspect constructibilité, soit en rajoutant des agents viscosants, des VMA, avec des dosages variables, soit en variant complètement les liants ternaires utilisés. Alors, cette phase nous a permis de délimiter les propriétés ciblées pour cette mise en place par d'impression 3D. Et nous avons remarqué aussi qu'il y avait des mélanges qui ont une ouvrabilité ou des paramètres d'ouvrabilité très proches, mais ont des cinétiques de structuration différentes. Ainsi, ces 2 formulations ont été retenues pour la prochaine phase qui concerne l'étude du comportement de ces matériaux et la proposition de modèles qui permettent de décrire ce comportement-là. Afin de réaliser ces objectifs, nous avons étudié le comportement rhéologique en fonction du temps à l'aide des essais rhéologiques. Ainsi, un suivi de structuration a été mené par ondes ultrasoniques et aussi le suivi de l'avancement de la réaction d'hydratation à l'aide de la calorimétrie isotherme. Ceci nous a permis d'identifier les différentes phases de structuration de l'état frais à l'état durci,
la phase état frais est principalement reliée au comportement thixotrope des matériaux et la phase état durci est plutôt reliée à une structuration irréversible due à l'avancement de la réaction d'hydratation. Alors, ces phases-là ont été plus ou moins creusées au niveau de l'état frais et c'est ainsi qu'on a proposé des modèles semi-empiriques qui permettent de décrire l'évolution de ces seuils d'écoulement, à savoir le seuil statique et le seuil d'écoulement dynamique, et de proposer un nouveau indicateur qui permet d'évaluer cette thixotropie-là en fonction du temps. Ces modèles ont été exploités lors de la troisième phase pour évaluer la stabilité et les différents modes de rupture des structures imprimées en 3D. Ainsi, en faisant des prévisions et une validation par des tests d'impression, nous avons pu identifier 3 différents cas d'instabilité dépendamment de la cinétique du matériau utilisé. Alors, si jamais la cinétique du seuil statique croise le chargement recul en fonction des superpositions des couches, on a certainement une rupture due à une rupture plastique en dépassement le chargement critique qui peut être supporté par la première couche. Le second cas d'instabilité, c'est plutôt dû à une mauvaise extrudabilité du fait que le seuil dynamique est déjà très supérieur pour qu'il puisse être extrudé en comparaison avec la pression de pompe choisie. Le troisième cas, c'est par rapport à une perte d'ouvrabilité du fait que le seuil dynamique se structure très rapidement, ce qui peut provoquer un blocage et qui produit par la suite un flambant dû au changement de l'excentricité de la structure. Ainsi, ce qu'on peut retirer de cette phase, c'est qu'on a pu retenir les zones de cinétique adaptées tout en ayant ou en définissant le chargement requis ou le taux d'élévation en fonction de cette mise en place par impression 3D qui permet aussi d'assurer une meilleure stabilité. So to conclude, this study has permitted or has proposed methodology for assessing printability for cement-based materials and also established an in-depth understanding of the structuring of 3D printing cementitious materials and also has proposed semi-empirical models that have been established to evaluate the stability, and then work is ongoing to evaluate the effect of printing parameters this time on the stability of the printed structures and also to validate these results on a larger scale, as you can see in this video. Thank you for your attention.